Et au Moyen-Âge, ça existait déjà, donc c'est-à-dire que l'histoire est encore plus vieille. Et est-ce oui, il y en avait beaucoup justement au début. Est-ce que on sait un petit peu d'où ça vient l'instrument? La zone géographique, en fait, c'est l'Europe. Ouais. Ouais. Moyen-Âge, Renaissance, Baroque. L'étendue de la vielle, c'était l'Europe. C'est de l'Espagne jusqu'en Ukraine, Hongrie, tout ça. En Angleterre aussi. Ouais. Ouais. À l'origine, ouais, donc c'était toute l'Europe. Après, donc, dans beaucoup de pays, ça s'est tombé en désuétude. L'utilisation de la vielle est tombée en désuétude. Et puis, il n'y a qu'en France où ça s'est maintenu. Donc, il y a eu des joueurs en France tout le temps. Et surtout, il y a eu des fabricants tout le temps. Il n'y a jamais eu d'interruption, contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, où il y a eu une interruption. Maintenant, on retrouve des fabricants dans tous ces pays-là. Mais seulement depuis une vingtaine, une trentaine d'années. D'accord. Et dans ce domaine, le travail n'est pas du tout le même que celui du mec qui fait des violons, par exemple. Si, ou tu es capable de faire un violon? Ça rentre dans le cadre de la lutherie, mais c'est différent, les instruments sont bien différents. Quoique, ils font partie quand même de la même famille, puisque donc le violon c'est un instrument à cordes frottées, et la vielle c'est un instrument à cordes frottées aussi. Oui, j'ai vu ça. Le violon, bon, c'est l'archet en fait, c'est un archet rectiligne, tout le monde connaît, et la vielle, donc vielle à roue, en fait l'archet c'est la roue. Alors ça peut être assimilé à un archet infini, puisqu'il est circulaire, et tant qu'on tourne, et ben, il fait vibrer la corde. Et à cette époque-là, j'en ai fait que deux en fait. Puis après, j'ai arrêté longtemps, et puis après, je m'y suis remis plus tard. Et puis en fait, là maintenant, je fais ça professionnellement depuis 13 ans, je crois, 13-14 ans. Et tu as fait une formation pour au niveau. Ou c'est plutôt. En lutherie de vielle, on ne trouve pas de formation. Oui, en mais fait. c'est pour ça, oui. Alors, on peut commencer par étudier la lutherie, par exemple du violon ou de la guitare, et puis après, bon, apprendre de façon autodidacte à fabriquer des vielles. Ça peut se faire actuellement. Bon, maintenant, il y a des écoles de lutherie un peu partout, c'est facile. Mais il y a 30 ans de ça, les formations en lutherie étaient très rares. Il y avait mes recours, et puis il fallait aller en Italie après. Et en fait, moi, la solution, c'était d'abord d'apprendre à travailler le bois, et après, donc, à apprendre à fabriquer des vielles. Mais de façon autodidacte, en fait, entièrement. D'accord. Parmi tous les fabricants actuels qu'on trouve en France, ils sont tous appris de façon autodidacte. Par contre, ça va changer, je pense, dans les générations qui vont venir après. Ça reviendrait alors? Ouais, maintenant, il y a plein de formations, rien qu'en France, il y en a à Montpellier, mais pas pour la vielle à roue, mais pour plein d'instruments, violon, guitare, tout ça. Donc en fait, il y a plein de gens, de jeunes qui se passionnent. Instrument qu'il faut chauffer. Et quand il a joué 10 minutes, un quart d'heure, après c'est bon. C'est bon, tu peux l'accorder après par la suite. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'utilisation parce que si on compare par exemple à un accordéon, l'accordéon, on sort de la boîte, il est prêt à jouer, il est réglé, il est accordé. Alors que la vielle à roue, c'est un instrument qui est complexe, il y a beaucoup de cordes, de mécanique, qui travaille pas mal. Et quand on sort de la boîte, en fait, la première chose à faire, c'est de le régler. Et donc il faut régler tous les appuis des cordes sur la roue qui peuvent avoir bougé, tout ça. Donc il y a une première phase de réglage. Et après, une fois qu'on a fait ça, donc il y a la phase d'accordage. C'est-à-dire qu'il faut mettre toutes les cordes à la bonne hauteur pour que ce soit harmonieux et tout ça. Et après, on peut jouer. Et comme c'est un instrument qui est assez sensible au taux d'humidité, si on a changé d'endroit, par exemple, on est parti de chez soi pour aller faire animer un bal, et souvent, quand tu arrives sur place, l'instrument est pas mal déréglé. Donc c'est ce petit côté-là, mais bon, une fois qu'on a pris l'habitude de ça, qu'on arrive à le faire relativement vite, et simplement, bon, après c'est un instrument qui est quand même agréable à jouer, très agréable. En fait, donc là je suis en train de fabriquer deux caisses de résonance, il y en a une là et puis une autre là-bas. Donc en fait la façon de procéder, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un contre-moule. Donc le contre-moule, c'est toute cette partie ici. Donc c'est la partie large qui sera enlevée après, donc qui ne fait pas partie de l'instrument en fait, mais qui sert à sa fabrication.
Un moule. Voilà, ça sert à assembler le début de la caisse de résonance, en fait. D'accord. À le mettre en forme. Le mettre en forme, voilà. Alors, le but du jeu, donc au début, la caisse de résonance, donc elle est essentiellement composée d'érable, d'érable sycomore et d'épicéa. Et l'épicéa, donc c'est uniquement pour cette surface-là qu'on appelle la table d'harmonie. Donc ça c'est de l'érable, dessous c'est de l'érable et au-dessus c'est de l'épicéa. Donc en fait c'est du bois qui est très fin, il fait 2 mm d'épaisseur, donc ici on peut l'observer. Donc cette partie-là qu'on appelle l'éclisse. Donc on a une éclisse ici qui fait tout le tour. Tac, Le métier de tac. base, c'est la marqueterie, alors, du coup? Non, Non, même pas. même pas, c'est encore autre chose, Non. quoi. La marqueterie, c'est poser des filets, par exemple, ici, donc, ça, faire du plaquage, poser des petits filets ici autour. Ça, c'est de la marqueterie. Mais après, ça, c'est D'accord, et ça, c'est encore autre chose. c'est la lutherie. La lutherie. Et pour Voilà. le mettre en forme comme ça, en arrondi. Alors, je pars au départ d'une épaisseur de bois de 2 mm d'érable. Donc, elle a cette côte-là, elle est surcotée d'ailleurs par rapport au truc, elle est rectangulaire. Après, donc, il faut la cintrer. La cintrer, donc, il y a plusieurs procédés. Il y a 2 procédés en fait. Soit on le fait par trempage, donc dans l'eau chaude, on laisse bouillir le bois à un certain moment. Après, donc, on le met en place sur un moule, donc, qui est l'inverse de cette forme-là, c'est l'intérieur donc, de cette forme. Ouais. On attend que ça Ouais, sèche. c'est un pochoir inversé. Une fois que c'est sec, donc, on peut le démonter. Donc à ce moment-là, le bois reste cintré, il revient un tout petit peu, mais bon, il garde le cintre final en fait. Après, donc, une fois qu'on a cintré cette partie-là, après on les met en place donc, dans le contre-moule. Et après, une fois que ces 2 parties-là sont mises en place, on peut coller par exemple ici à l'avant cette pièce de renfort qu'on appelle un talon, à l'avant, à l'arrière. Après, donc, on met en place ce qu'on appelle des barrages, qui seront là donc, pour soutenir la table d'harmonie, qui va être, ou le fond, qui va être dessous. Donc. Et après, donc, tous les petits trucs, renfort d'éclisse, ici différentes pièces, donc voilà. Et une fois donc qu'on a fini ça, donc après, on peut là, il y a des choses, je pourrais sortir cette ébauche de caisse. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. D'ailleurs, on peut le faire, tiens, si vous voulez. Ouais. C'est vite fait, en fait. Tout a séché, donc les derniers collages ont été réalisés. Donc là, je vais le dégager du contre-moule. Et après, donc une fois qu'on l'aura sorti, après le but du jeu, ça va être de mettre en place la roue qui va se situer donc ici, parce qu'ici on fait des perçages donc, pour le passage de l'axe. Et de poser la roue, après de coller la table d'harmonie qui va être dessus, et après le fond qui va être dessous. Tu mets ça en dernier donc. Ouais. Et même, bon, je parle du fond tout de suite, hein, mais en fait, le fond, c'est la dernière pièce que je colle, parce que, une fois, donc, attends, je vais sortir ça. Une fois que j'ai collé la table d'harmonie, et que la roue est en place, après, sur tout le dessus de la table d'harmonie, donc je mets en place tout ce qu'on peut appeler l'accastillage. C'est-à-dire, il va y avoir le cordier, le clavier, le chuillier, tout ça. Et c'est seulement une fois que j'ai fini ça, que je colle le fond. Je le fais en dernier pour me réserver la possibilité d'intervenir à l'intérieur si jamais il y a un problème en cours de montage ou des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, voilà une partie de la caisse de résonance avec ces 2 éclisses, puisqu'en fait ces 2 morceaux de bois donc, qui sont symétriques par rapport à ici, cet axe. Ici, donc en bois foncé, c'est un filet. Donc les 2 éclisses de chaque côté. Après donc là, elle sort de son contre-moule. Et comme je disais, donc là, elle va pouvoir recevoir la roue et après la table d'harmonie. Donc la roue en fait elle est ici. La roue, elle est aussi en érable, comme le reste? Elle est en plusieurs parties la roue en fait. D'accord. Une roue de vielle, il faut que ça reste bien rond dans le temps. Avant, donc, il les faisait en bois massif, mais le bois massif, c'est un gros défaut, c'est que ça travaille beaucoup. Alors, et puis ça reste jamais bien rond, donc assez souvent, il fallait retourner les roues.
Et maintenant, donc en fait, pour avoir une meilleure stabilité du matériau, on utilise des dérivés du bois. Donc là, en fait, c'est l'utilisation d'un camp plaqué pour toute la partie intérieure. Les faces sont plaquées pour avoir un joli parement. Après, donc, tout autour est collé un plaquage assez épais aussi, donc qui est collé sur toute la circonférence de la roue. Donc on peut voir ici le truc de collage. C'est de la cagette. Ouais, non, c'est bon, après le bandage, donc on appelle ça un bandage. Le bandage est en érable, lui. Voilà. Et en faisant comme ça, donc on arrive à avoir une roue qui reste assez stable dans le temps et qui subit pas trop les variations d'humidité, tout ça. D'accord. Et les roues, elles ont toujours le même diamètre? Non, c'est variable suivant les vielles, et suivant les fabricants. D'accord. Ouais. Alors, les vielles à roue, il n'y a pas vraiment de standard. Alors, il y a des gens qui font de la reproduction, par exemple, en production de vielles de Ginza ou bien de vielles anciennes, Renaissance, Moyen-Âge. Et eux, donc, ils reproduisent fidèlement ce qui se faisait avant. Et après, toutes les vielles modernes, maintenant, alors là, c'est autant de formes différentes qu'il y a de métiers. Et ça a une incidence sur le son. Oui, bien sûr. Ouais. Et la taille de la roue aussi, du coup. Ouais, voilà. Une taille de roue, c'est vraiment pas standard. Ouais, d'accord. Et donc ça change vraiment le son, qu'elle soit petite ou grande Non, pas tellement en fait. Non. Ça change au niveau du coup de poignet par contre ouais, je dirais que la roue a plus d'incidence voilà, sur le coup de poignet que sur le reste en fait. C'est ce qui me semble. Ouais. Sinon, on ne fait pas des roues trop petites par exemple, ça ne marche pas. Par exemple, là sur l'établi, donc on a une vielle ancienne, Moyen-Âge, une petite chiffonnie. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de rythmique, il n'y avait pas de ce qu'on appelle le coup de poignet, c'est-à-dire il n'y avait pas ce qu'on appelle aussi le chien de la vielle, c'est-à-dire un petit chevalet mobile qui sert à faire la rythmique, qu'on fait donc en donnant des coups sur la poignée. Et à cette époque-là, donc ça n'existait pas. Comme pour les guitares. Et donc là, on a une roue de petit diamètre, mais sur une vielle comme ça, par exemple, là, si on mettait en place une trompette, donc la trompette, on la voit ici sur cette vielle-là, c'est ce petit chevalet qui est mobile comme ça, donc qui peut pivoter. Et en fait, le principe, c'est donc si je laisse uniquement une corde, c'est-à-dire celle-ci, donc quand je tourne cette corde vibre, et si je donne un coup sur la manivelle, à ce moment-là, on entend ce petit bruit. D'accord, une vibration en fait. Ouais. Et cette vibration, donc, elle est donnée par ce petit chevalet qu'on appelle le chien, qui est monté sur un bourdon qu'on appelle la trompette. Et en fait, ce chien, donc, voilà, il a la possibilité de venir vibrer sur la table ici. C'est lui qui Voilà. D'accord. Et donc si on mettait une trompette sur cette vielle-là, la roue étant trop petite, ça fonctionnerait certainement pas. Est-ce que sur les instruments anciens comme ça, le clavier est le même que sur une vielle moderne? Pas tout à fait. Par exemple ici, donc chiffonnie, c'est fait normalement pour jouer de la musique du Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, donc, on utilisait des gammes diatoniques. Donc en fait, sur cette vielle-là, on a ici donc les notes diatoniques, mais il n'y a pas d'altération. Et ici, donc sur cette vielle donc, qui est moderne, donc on a un clavier qui est chromatique, donc avec les notes naturelles et les altérations. Et en clavier, donc l'étendue, elle est 2 octaves pour voilà, la vielle standard, qu'on appelle aussi vielle soprano. Et actuellement, donc, on fabrique de plus en plus des vielles dites alto avec un clavier un peu plus long. Donc, ces claviers sur lesquels on donne 2 octaves, 3 quarts à peu près d'étendue. On aurait pu commencer par ça. Voir un peu le fonctionnement. En fait, le principe, voilà, donc c'est donc en fait, on a voilà ici donc on a le poignet qui sert à tourner la roue. La roue sert d'archet. Et après, donc on a toute une série de cordes. Généralement c'est 6, donc là il en manque une, normalement il y en a une qui passe ici en dessous. Et ces cordes ont toutes une position de travail ou une position de repos. Par exemple là actuellement il n'y en a aucune qui touche la roue, donc quand je tourne, bon, il ne se produit rien, aucun son. Par contre ici donc je vais décrocher une corde, ce qu'on appelle la première chanterelle,
Voilà, donc à ce moment-là, elle touche la roue, et dès que je vais tourner, donc elle va vibrer. Et après, pour faire les notes, ici, donc on a, au travers du clavier, des touches, et sur les touches sont fichées des petites pièces en bois qu'on appelle des sautereaux. Et ces sautereaux, donc quand on appuie sur la touche, viennent pincer la corde. Donc en fait, on va raccourcir la longueur vibrante de la corde. Et par exemple, là, donc la note à vide, et au fur et à mesure j'appuie. Voilà. Donc en fait, on fait la mélodie, le chant avec les touches. Et après donc, dans ce clavier, ici on a 2 cordes qu'on appelle chanterelles. Donc il y a 2 chanterelles qui servent à faire le chant. Donc celle-ci, bon, là, on vient de l'entendre, assez aiguë. Ici on en a une autre qui est un peu plus grave. Et pour accompagner ces 2 cordes, on a après de part et d'autre du clavier donc des bourdons. Donc ici à l'avant normalement il y en a 2, celui qui est en dessous et qui est manquant ici, on appelle le petit bourdon. Après ici au-dessus le gros bourdon. Ici on a un bourdon qui est un peu moins grave qu'on appelle la mouche. Et ici donc la fameuse corde dont on parlait, qui est la trompette donc. Ça fait vachement longtemps. Oula. J'ai failli renverser ce matin déjà, là j'ai réussi. C'est génial. Ça m'épate, je sais pas comment on arrive à bouger la main sur tout le clavier en fait. Je sais pas. Ah ouais. On va se coincer à un bout et puis après t'enlèves la main. En fait, c'est très ergonomique le clavier d'une vielle. Et c'est un peu comme un clavier de piano, c'est-à-dire que c'est facile en fait. C'est plus facile qu'un clavier d'accordéon à bouton. Mais sûrement oui, c'est parce que t'as pas besoin de prendre le même temps de repère. Et en fait, mais bon, il faut être en position. En fait, il faut être assis. Assis bien avec jouer, la ceinture. Ouais. Et après, par exemple là, elles sont à plat, donc les touches ne retombent pas naturellement. Oui, c'est ça, il faut Et les remettre. ça fait un son un peu bizarre après, la corde vient friser sur les sautereaux. Et une fois que elle est bien assise, en fait, il faut qu'elle est calée sur les genoux. T'as pas besoin de forcer avec la main, en fait. La main se balade sur le clavier et puis ça se fait tout seul. Apprendre à jouer de la vielle, bon, au niveau de la mélodie, ça se fait assez facilement. Ce qui est plus dur après, c'est d'apprendre à donner les coups de poignet, parce que c'est toute une technique de frapper sur la poignée. Et ça, c'est assez long à acquérir. Vu de la caisse de résonance, on a posé la roue, puis après, donc, ici, donc, j'ai des guitares harmoniques qui sont faites. Donc ça, c'est en épicéa. Donc voilà, il y a un collage au milieu, donc c'est collé en plein milieu, parce qu'en fait, donc cette partie ici, cette moitié, est symétrique à celle-ci. Dans l'arbre, c'était dans le tronc était comme ça, tac, et les 2 morceaux étaient pliés l'un sur l'autre, ils ont été sciés et dépliés comme ça, clac, après collés. Et donc cette partie-là, donc là on va faire un petit trou pour le passage de la roue, et après les ouïes, et ça, tac, ça va être collé tel que c'est, directement donc sur les éclises. Donc là, à ce moment-là, j'enlèverai la roue. Et après, une fois que le collage sera sec, et après donc je découpe tout le bord. Voilà. De toute façon, on va obtenir donc cette partie-là. Après, on fait pareil avec le fond. Et après, une fois qu'on a terminé ça, la caisse de résonance est finie. Et après, donc, il faut poser tous les accessoires. Donc après, on va venir sur la caisse de résonance. La première chose que je vais poser, ça va être le chuillet avec le clavier. Après le cordier, les différents chevalets, puisqu'ici on a 1, 2, 3, 4 chevalets. Après, je vais poser les oreilles, après tous les petits pièces annexes ici, donc le chevalier pour les cordes sympathiques, les boutons pour attacher, la ceinture, et puis voilà tout ça. Et après, une fois donc c'est terminé, je redémonte tout, et après donc je vernis. Et une fois le vernis terminé, je remonte l'instrument et après on peut mettre les cordes et essayer.
Voilà. Et là, sur cette partie-là, en fait, tu fais rien au niveau. Il n'y a pas une jointure ou un truc. Tu plaques ça comme ça. Ouais, en fait, la table d'harmonie donc, est collée sur les bords ici. Voilà, sur les barrages aussi. Voilà, Voilà, toutes ces, voilà. En fait, c'est partie là. Ouais, et donc, du coup, c'est complètement hermétique et c'est ça qui crée la résonance. Ouais, parce ouais. que le son passe au Et travers. ça a une fonction comment dire, mécanique, hein, de toute façon, puisqu'en fait, les chevalets posent sur la table d'harmonie. La corde est posée sur les chevalets, donc la corde vibre, la vibration est transmise par les chevalets sur la table d'harmonie. Et la table d'harmonie, en fait, il faut que sa dynamique lui permette de vibrer. Par exemple, si elle est trop lourde, trop épaisse, elle ne va pas vibrer. Et donc, ça, Ouais. on va avoir un instrument qui va être pauvre en son, quoi, Oui, qui voilà. va s'emporter, sans un truc comme ça. Et inversement, si elle est trop fine, le danger c'est qu'elle fléchisse après et qu'elle ne résiste pas à la pression donc, qu'il y a sur les chevalets. Et donc en fait c'est trouver le bon compromis. Voilà. Mais, en fait il y a plein de facteurs qui interviennent. Donc il y a la caisse de résonance avec sa table d'harmonie. La table d'harmonie est très importante. Les barrages qui sont en dessous, donc qui sont ces pièces transversales. C'est pareil, donc en fait ils sont là pour soutenir la table d'harmonie, pour pas qu'elle se déforme. Et s'ils sont trop rigides, pareil, donc ils vont bloquer la vibration de la table d'harmonie. S'ils sont trop fins, pareil, ils vont pas supporter la pression des cordes. L'équilibre à créer. Voilà, en fait, c'est trouver un équilibre. Mm. Et en fait, il faut pratiquer pour arriver à. C'est ça, c'est comprendre. l'expérience qui te dit. Ah ouais, Ouais. Comme la Souvent, par exemple, les bois qu'on utilise sur les tables d'harmonie, bon, c'est des épicéas, mais c'est des épicéas donc, qui ont été sélectionnés pour ça. Mais malgré ça, donc, il y a des grosses différences d'homogénéité, de densité. Donc en fait, à chaque fois, on va choisir notre bois, et après, en fait, il faut réagir en fonction du bois, quoi. D'un achat à l'autre, de bois, on n'arrive pas à trouver les mêmes caractéristiques. Ouais. Même dans la même essence. Pas la même matière. Ouais. Donc bois, c'est le premier élément. C'est pas un matériau homogène comme le métal, comme ça, il faut faire avec. Mais bon, ça fait son charme aussi. Oui, Et un tu peu, l'achètes où le bois Je l'achète chez des gens donc, qui font le bois du tri. En France, ils sont 3. Et donc moi, je me sers chez un fournisseur donc, qui est dans le Jura. Donc les érables, ils viennent de sa région. Les épicéas, ils viennent, je crois, il va les chercher en Autriche, en Allemagne. Il est spécialisé là-dedans, il fait rien que ça. Donc il a un grand atelier et bon, il fait pour tous les instruments, il fait pour violon, oui, tous toute les la instruments ligne. des quatuors, guitare, tout ça, quoi. Les instruments en bois, tous les instruments à cordes. Il a un stock assez impressionnant. Ouais, c'est des bois, donc en fait, ils ont été plantés pour ça. Des épicéas dans la région, il y en a plein. Il suffit d'aller vers Chies-Dieu et tout. Non, c'est pas les mêmes, quoi. C'est pas pareil. Ils n'ont pas poussé de la même façon. Et ils ont... la forêt n'a pas été plantée pour ça, en plus, au départ. Il y a des épicéas qui sont plantés exprès pour faire de la lutherie. Ouais. C'est une question. En Autriche, en Allemagne, et puis même dans les Vosges, je crois qu'ils ont des endroits où ils ont. Bon, c'est traditionnel en plus, ça se fait depuis très longtemps. Voilà. Et sur des endroits bien particuliers, quoi, au niveau de l'exposition, tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'on demande à un bois du tri, surtout pour les tables d'harmonie, c'est d'avoir des cernes de bois très régulières, le plus régulières possible. Et donc il ne faut pas que certaines années le bois ait poussé beaucoup plus vite que d'autres années. Après, sinon on a des cernes serrées sur une certaine largeur. Après, sur la suite, on a des cernes beaucoup plus larges, et ainsi de suite. Et tu sais en jouer ou pas? Oui, je sais en jouer, mais j'en joue pas de façon régulière, donc en fait, j'en joue pas assez. Quoi. pour le film, ça peut faire un peu de matière. Allez, tu sais que je joue la vieille roue à peu près une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Tout à l'heure, j'ai bien vu quand tu l'as actionné à la volée. Hein. Quand on a fini une, non, tu mets à peu près combien de temps pour en faire une? Ouais, C'est pas ça?
suivant les modèles. Et en fait, voilà, je joue quand j'essaye les vielles que j'ai terminées. Et entre deux vielles, je ne joue pas. Donc en fait, et ça donc depuis 13 ans maintenant. Depuis que j'en fabrique en fait. Avant j'en jouais et depuis que j'en fabrique, tu n'oses pas en jouer. Ouais, c'est pas mal. Plus le temps. Ouais, et puis quand j'ai fini d'en faire fabriquer, que j'ai plus trop envie de reprendre une vielle, puis même pour la jouer. Et tu as, partout. tu as des commandes qui sont plutôt locales ou alors plutôt des gens qui viennent un peu de partout Ça vient de partout un peu. Ouais. Toute la France. D'accord. J'ai quand même plus de vielles vendues à proximité. Quoi. J'en ai qui sont avec. Et quand tu vends une vielle, les gens ils viennent voir comment tu travailles ou ils commandent à distance et tu leur envoies la vielle Ils viennent voir, ils viennent la chercher. Ouais, ils viennent la chercher. Combien t'as dit Déjà on se connaît en fait, parce qu'il y a des premiers contacts. D'accord, oui. Bien avant. Bah oui, pour que tu vois aussi un petit peu ce qu'ils recherchent, leur demande. Et puis vous êtes combien en France alors tu m'as dit on doit être 17-18 par an. Voilà, donc ouais, forcément, ça génère des demandes de partout. Ouais. Et puis on travaille à la commande, sauf quelques-uns qui ont quelques instruments d'avance, des ateliers. Il y a notamment 2 ateliers de fabrication de vielles où ils sont 3 ou 4 à travailler. Donc là, ils arrivent à avoir un peu d'avance. Ouais. Mais sinon, c'est à la commande. Donc en fait, on rencontre les clients sur les expos, et trucs comme ça. Ouais. Et alors des fois, c'est la commande rapide, mais des fois, c'est très long. Quoi. Ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oui, je sais que souvent, il y a des gros délais pour avoir un instrument. Ah ouais. Oui, mais déjà, il faut que les gens se décident. Ben voilà, bien sûr. Des clients qui ont un trop fou à se décider, 3 ans, des fois. Alors, j'ai commencé, vous en êtes où, vous Après, quand ils commandent, il faut qu'ils attendent à peu près, c'est variable, mais bon, entre 8 mois, 12 mois, quelque chose comme ça. Ouais, ça va encore. Et au niveau du coût, ça représente quoi une vielle comme ça Les prix de la vielle à roue? Oui. C'est très variable en fait. Il y a plein de modèles. Bon, là, j'ai pas tous les modèles, bien sûr, parce que. Mais si on considère donc les vielles les moins chères, donc qui sont généralement les vielles d'études, et là, il faut compter à partir de 1400, 1500 euros. Et après, donc, si on passe par la vielle standard, comme celle-ci, par exemple, celle-ci, son prix, c'est entre 2007 et 3003. Ça dépend ce qu'on met dessus, en fait. Et après, donc, des vielles plus perfectionnées, 3 chanterelles, par exemple, celle-ci, il y a 2 chanterelles, mais on peut rajouter des cordes, 3 chanterelles, voire 4 chanterelles. Ou des vielles avec un clavier plus long, après, donc dites alto. Là, il faut compter entre. C'est plus cher, ça fait 4007, 5003, et puis après, si on rajoute des micros, ça peut monter jusqu'à 6000, 6004 euros. Ouais, c'est des heures de boulot, ouais, ça représente combien? Ça doit être 80% de la main-d'œuvre, dans le calcul du prix de revient. Ouais, c'est de la main-d'œuvre. Ça paraît pas, mais ça prend beaucoup de temps. Parce que faire la caisse, par exemple, de résonance avec la roue, bon, ça doit se faire en 1 semaine et demie à peu près. Mais le problème, c'est que quand c'est fait, c'est pas fini. Parce qu'après, toutes ces petites pièces, ça paraît pas, mais bon, c'est pas mal de temps. Alors, il faut les faire, il faut les façonner, puis il faut les ajuster après. Et, soit l'un comme l'autre, bon, ça prend du temps. Il y a le clavier aussi qui est assez compliqué à réaliser. C'est une maquette, quoi. En fait, c'est un truc tout. Ouais, c'est un peu, on peut comparer ça un peu à l'horlogerie, quoi. C'est clavier, donc en fait, voilà, ici on en a un qui est en cours de montage. Des trous, des petites lumières pour le passage des touches. Alors bon, anciennement, c'est par exemple ça devait être très très long à faire, il devait faire ça au ciseau à bois, et puis tout doucement. Et maintenant, bon, on a trouvé des moyens un peu plus rapides. Et là, c'est découpé au laser. En fait, c'est des morceaux de bois que j'envoie à des entreprises qui ont les machines pour faire ça. Et ils me le renvoient avec les trous réalisés. Alors c'est bien parce que ça revient pas très cher en fait. Et c'est plus rapide que de le faire à la main. Et en plus, c'est quand même nettement plus précis. Oui. Après, du coup, c'est beaucoup plus facile de
d'ajuster toutes les touches dans chaque logement, parce que Franchement. en fait là on a avec c'est des machines à commande numérique, hein, à découpage laser, donc ils ont une précision extrême, quoi. Ils peuvent travailler au 1/1000 de millimètre. Mais bon, dans le bois, là, si on reste à une tolérance d'1/10 de millimètre, c'est bien, quoi. Parce qu'après, voilà, si on calibre bien toutes les touches, et là, on arrive à les ajuster facilement. Non. Alors quand c'est fait à la main, moi j'en ai eu fait tailler à la main, on n'arrive pas à avoir une telle Oui, précision. donc c'est même pas espéré. Après, donc, il faut vraiment ajuster chaque touche dans chaque trou. Parce qu'en fait, Et les donc, ça a touches, une bon, incidence, elles ont un encore une certain fois, jeu, au mais son, il faut qu'elles restent avec un jeu minimum, quoi. Il faut pas que... Oui. Donc en fait, il faut que ce Ouais, soit faut bien pas que ça ajusté. dure à- Ouais. Il ne faut pas qu'elle coince. Il ne faut pas qu'elle soit trop libre au point de trop bouger dans le logement, en fait. Sinon on peut avoir des problèmes de son. Et en fait, voilà, c'est un truc de travail. Puis bon, il y a Et plein de petits. je vois, elles sont pas forcément orientées dans le même sens. Non, parce qu'en fait, voilà, chaque petit sautreau peut tourner. Donc en fait, il est fiché sur la touche. Un sautreau, ça ressemble à ça. Voilà les sautereaux. En fait, voilà, donc ils ont un petit axe. Et en fait, voilà, ils sont plantés dans la touche comme ça. Et après, donc ils peuvent tourner. Et en fait, ils tournent pourquoi? Pour pouvoir accorder note à note. Parce qu'on utilise essentiellement des cordes en boyau. Et c'est des cordes qui ne sont pas très homogènes sur toute la longueur. Donc on a besoin en fait de pouvoir ajuster la hauteur de son sur chaque note. Donc c'est pour ça qu'à des endroits ils sont à peu près droits et puis d'autres un peu tordus. Voilà le pourquoi. Puis il y a plein de bricoles à faire, passer les petits filets par exemple. Ça, c'est par exemple ça, tu vois, c'est plaqué en bois. Donc il y a une couche fine de bois qui a été collée sur un support en fait qui est en érable. Là c'est du palissandre, donc le plaquage est du palissandre. Et après on a été posé donc un petit filet donc qui est blanc. Là, qui est en érable donc. Et en fait, ça c'est pas une décoration faite La peinture ni rien. c'est du bois qui est incrusté. Donc, La marqueterie. ça c'est la marqueterie, quoi. Alors, les filets, bon, il y en a plein de différents. Voilà, c'est D'accord. Ouais. Par exemple ça, c'est le genre de motif que je mets bien là, des fois, et puis sur le fond aussi, sur toute la longueur du fond. Alors ça c'est des filets, en fait donc c'est vraiment du bois. Là c'est un mélange de bois, d'érable et d'ébène. Donc érable blanc, ébène noir. Et donc il y a des gens qui sont spécialisés dans la fabrication de ces trucs-là. Comment ils font, je ne sais pas exactement. Ouais. Mais ils ont des procédés pour ça. Ils font des tranches, après ils recoupent dans un autre sens, et ainsi de suite. Il était là donc. Ça c'est de l'érable. Donc c'est taillé en section carrée. Ceux-là ils font 1 mm par 1 mm. On peut trouver plus fin. Et donc après il faut faire une petite rainure dans le bois, puis après il faut coller le filet, et ainsi de suite. Donc ça c'est pareil sur les finitions, tu dois quand même y passer pas mal Ouais, de temps. ouais, hein. ouais, ouais. On passe pas mal de temps. Ouais. Une espèce de bestiole. Bon, il y en a beaucoup qui ont joué avant d'en fabriquer, de toute façon, je suppose. Donc, Oui, voilà. Mais d'avoir pratiqué l'instrument avant, c'est sûr que. Mais dans le cas de la vielle à roue, c'est presque nécessaire parce que c'est un instrument qui est compliqué et il faut le pratiquer quoi, pour bien le comprendre. Sinon, c'est comme au début, ceux qui apprennent le violon, quoi. Les premières années, c'est dur, quoi. Oui. Ouais. J'imagine. Ouais, c'est un Tu instrument. en joues du violon? Oui. Toi, hein? Après aussi, c'est dur toujours. Et la vielle à roue, c'est un peu pareil parce que le violon, par exemple, au début, quand tu apprends à te servir d'archer, soit tu appuies pas assez, soit tu appuies trop. Et dans les deux cas, ça fait un son désagréable. Et soit ça fait un crin-crin, si tu appuies trop, ça fait et soit ça fait oui, j'imagine le son là déjà, ouais. Qui octavise, c'est un truc comme ça. La vielle à roue, c'est pareil, si elle se dérègle, elle peut faire exactement le même effet. Alors des fois, tu prends sur la vielle de la caisse, de la boîte, tu crois jouer et puis tu as un son mais complètement à côté. Après, bon, en fait, j'ai quelques machines, c'est la ruban, perceuse, et en fait, c'est les deux machines que j'utilise le plus. Et après, tous mes outils sont des outils à main, en fait. Et j'utilise énormément les ciseaux à bois, celui-là, mais bon, j'ai toute une petite collection là, derrière.
Ça, j'utilise énormément. Tous les bois, et ça, bon, je pense que c'est assez important, ils sont travaillés et ils ne sont pas poncés en fait, ils sont tous tranchés. Et je travaille par exemple beaucoup avec ça aussi, un robot mécanique en main. Par exemple, toutes les éclisses, avant qu'elles soient cintrées, quand elles sont encore plates, je travaille les deux faces en rabotant avec cet outil-là. Un rabot à main, quoi, des trucs. Un rabot à main, oui. Oui. Bon, celui-ci est assez perfectionné, parce que moi, il y a plein de réglages pour le dégât de la lame, l'épaisseur du copeau, tout ça. Mais en fait, ça a un gros avantage, c'est que ça fait une très belle finition. Et puis, ça permet de bien sortir le fil du bois, en fait, de ne pas le heurter, de ne pas l'arracher. Ça, pour la lutherie, c'est assez important. Toujours pareil, ouais, c'est la noblesse du les ciseaux là, c'est les outils que j'ai au moins plusieurs fois dans les mains par jour. Et après, sinon ça, j'ai plein de petits outils. Et alors, j'ai mis plein de tiroirs. Des petits trucs qui servent juste à certaines petites opérations. Et puis, par exemple, là, ça, c'est un autre rabot. Voilà. Du plus petit au plus grand. Merde, moi, il veut même pas faire. En vrai, ils me servent bien tous les deux. Bon, celui-là, le gros, je m'en sers pour faire par exemple, les tables d'harmonie qui sont là-bas ont été dressées avec ce truc-là. En plus, ça fait une surface vraiment plate. C'est vraiment nickel. Et le petit, par exemple, lui, il va me servir à travailler les touches. Pour aller dans le coin, par exemple, parce que moi, en fait, je les ajuste une à une dans leur logement respectif. Et en fait, pour tout à fait la fin, quoi, puis juste pour enlever des toutes petites épaisseurs, je la touche dans d'une main et puis je rabote une face, par exemple, avec ça, jusqu'à ce qu'elle rentre parfaitement dans son trou. Vite. Ça, c'est pour tailler des chevilles, pour les ajuster, ou les tailler carrément. Après, j'ai des outils que j'ai fabriqués moi-même, par exemple ça. C'est un trusque à la lame. Ça, par exemple, ça a la même fonction que celui-là. Alors, il y en a un qui a été acheté, l'autre qui a été fabriqué. Voilà. Par exemple, là, il y a deux petites lames. Et ça, par exemple, ça va servir à passer les filets. C'est-à-dire tout à l'heure, on parlait du filet. Donc en fait, pour mettre le filet en place, il faut faire une rainure avant. Et en fait, la rainure, donc la largeur va être donnée par l'écartement des lames qui sont là. Et cette partie, donc on va l'appuyer ici. Et on va, par exemple, passer tout le long comme ça, on va tracer. Donc ça fait déjà deux traits dans le bois, bien parallèles. Et après, avec un tout petit ciseau, juste à l'épaisseur d'1 millimètre, on enlève toute la partie qui est au milieu. Et après, une fois que ça c'est fait, ben, on peut mettre en place le filet. Et donc ces deux outils, donc celui-là il est un peu différent, celui-là par exemple, il va me servir de placer des filets un peu plus larges comme celui qui est ici. Donc voilà. J'ai envie de faire la rainure qui va recevoir le filet. Quand je fais des pièces, je les fabrique tout le temps en petite série. Et après, donc, je monte les vielles à l'unité par contre. Enfin, sauf au début. La caisse, par exemple, là j'en fais deux en même temps, puis après, au stade où j'en suis, je colle les tables d'harmonie, puis après je vais en laisser une, je vais la finir l'autre. Il y a beaucoup de demandes alors. T'arrives à en faire combien dans l'année à peu près? Ça dépend ce qu'on me commande en fait, Ouais, c'est très c'est variable. vraiment variable commande. Ouais. L'an passé, j'en ai fait beaucoup parce que j'ai fait une série de 10 vielles d'études, mais je fais en série là par contre. Il en reste encore 2 là-bas. Donc, Ouais, c'est vrai qu'on les a pas j'ai dû en faire peut-être une quinzaine. Donc, plus, une vielle d'étude, c'est un peu plus simple. Tu disais que tu. oui, c'est un peu plus simple et puis les formes sont beaucoup épurées au maximum pour baisser le prix de l'instrument en fait. Bourg carré, Ouais, c'est très rudimentaire. oui, vraiment. En fait, ce sont des instruments qui ne sont pas chers, parce qu'on les vend, il y a des gens qui veulent apprendre. Et donc il ne faut pas que l'investissement soit important, parce que si c'est les gens qui arrêtent après, ça serait dommage. Et pour les louer aussi. Donc voilà, l'an passé, j'en ai fait 10 comme ça.
Mais en série, là, donc, mais ça prend du temps quand même. Et ça prend plusieurs mois. Et sinon, normalement, je dois en faire, je sais pas, ça dépend des modèles, c'est très variable en fait. Parce qu'un modèle simple comme celui-là, il va falloir, je sais pas moi, 5 semaines pour faire. Mais une vielle alto, par exemple, ou une vielle 3 chanterelles avec des micros, et puis il y a plein de systèmes d'options aussi. On peut rajouter des corps, on peut rajouter des capots d'astre, on peut rajouter plein de trucs. Et tu as certaines vielles, il faut 2 mois et demi quoi, pour les faire. Ouais. Donc si on commande que des vielles comme ça, j'en fais combien 5, 6 dans l'année. La vielle à roue, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de modèles différents. Et chaque joueur en plus a ses exigences. Et il fait plein de vielles différentes en fait. Au niveau Il y en a du un qui son, voudra ça, ou de la forme. et voilà. Et puis c'est beaucoup moins standardisé que Un le violon, violon, la oui, par guitare. exemple, ouais. Voilà. Bien sûr. Sur un violon, tu mets tout le temps 4 cordes, elles sont accordées tout le temps pareil. Sur la vielle à roue, c'est pas du tout ça. Une vielle à roue, vielle d'étude, ça part avec 4 cordes, et puis il y a des vielles compliquées où on peut avoir jusqu'à 9 cordes, 10 cordes, 12 cordes. Et accordées sans aucune base standardisée non plus. C'est-à-dire le musicien, il dit voilà, moi je fais des morceaux en telle tonalité, j'aimerais bien avoir une chanterelle qui joue dans cette tonalité-là, mais je voudrais des bourdons qui accompagnent de telle façon, et tout ça. Donc en fait, c'est jamais pareil. Ouais, donc au niveau musique, tu dois forcément être super pointu aussi quand même pour arriver à faire un truc comme ça. C'est obligatoirement, si le mec te demande dans une tonalité ou une autre, il faut que toi... il faut bien écouter ce que veulent les gens déjà. Il faut bien arriver à les cerner un peu quoi, pour qu'ils ne soient pas déçus après, quoi, qu'ils aient quelque chose, qu'ils aient ce qu'ils désiraient. Quoi. Ouais. Ça déjà, il faut bien les écouter. Mais après, si tu veux, ça amène un peu de complications, mais bon, ça amène un peu de piment aussi, parce que quand tu fais, par exemple, tu vois, quand je fais des séries de 10 vielles d'études, des fois j'ai du mal à arriver au bout. C'est vraiment dur, quoi. Ouais. Vraiment dur. Alors que quand je fais une seule vielle à la fois, mais qu'elle a une particularité ou plusieurs particularités, là, ça passe beaucoup plus vite et ça va plus vite en fait. Ça travaille plus vite. D'accord. En plus, là, tu vois, c'est des modèles. Le modèle qui est au milieu de l'établi, là, c'est un modèle simple, mais il y en a qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Et oui, t'en as souvent des demandes d'instruments anciens, comme des chiffonites Ça arrive, ouais. Ça arrive, ouais. Mais vielle ancienne, ça doit représenter, je sais pas, peut-être un peu moins de 10% de ce que je fabrique. Oui. Chiffonie, c'est ce que j'ai fait le plus. J'ai fait des Renaissances. Organistrum aussi. Oui. Organistrum, j'en ai fait un seul dans ma vie. D'accord. L'organistrum, c'est marrant parce que c'est une grande c'est vielle, c'est long grand, comme ça. Ça se joue avant, juste... Une commande vraiment spéciale, je n'avais jamais fait avant. C'est les organistrums, ils s'en montent là tous les 4 matins. Oui, voilà, c'est pour ça. Ça joue à deux déjà. À la finale, t'as réussi un an, mais t'as eu de la chance, quoi. Tu achètes un organistrum pour toi tout seul, t'arrives pas à jouer, il c'est vraiment mieux payer ça. Et là, on m'a commandé pour la fin de l'été, il faut que je fasse une vielle de voyage. Ce gars-là, donc, chaque année, il part en voyage pendant un mois et demi. Il part. Et, en début d'année, il m'appelle, il me dit putain, j'ai un problème. Il me dit. Et j'ai un problème, je pars en vacances pendant un mois et demi et je ne peux pas amener ma vielle parce que dans l'avion, ça va pas dans les casiers, et puis je ne peux pas la mettre dans les cases. Et un mois et demi sans jouer de vielle, c'est trop long. Et là, il veut que je lui fabrique une vielle de voyage. Donc il faut qu'elle ait les dimensions pour rendre qu'il puisse la monter, exactement. qu'elle puisse la mettre dans le casier. Donc dans le caisson. Il m'a fourni les dimensions, les casiers les plus petits, avec les compagnies de vol. Il y a des demandes, de toute façon. Ouais. Les clients, comment c'est eux qui viennent à toi ou... Ça arrive, ouais. En fait, je me fais connaître surtout par les expositions. Donc je fais essentiellement l'été. Et après, donc, Internet. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, je sais pas te le dire, je sais bien. Faire vieux jeu. Tu vas à Saint-Chartier ou des trucs comme ça. Ouais. Saint-Chartier, oui, j'ai vu toutes les années, c'est obligé en fait. Oui, bah, j'imagine bien que c'est un peu... À Saint-Chartier, c'est un festival donc, qui a lieu toutes les années au mois de juillet. 14 juillet. En fait. Et on est combien 130 exposants d'instruments, facteurs d'instruments traditionnels.
et essentiellement dans le facteur de vielle, cornemuse, accordéon. Et après, bon, il y a des annexes à côté, ils font des instruments à cordes, jarcistes, olympiques, compagnie, tout ça. D'accord. Et c'est intéressant à voir, et puis là, bon, il y a énormément de visiteurs. Ouais, c'est Et en énorme, plus, quand c'est même. international, enfin, c'est européen en tout cas, puisqu'il y a tous les luthiers d'Europe qui viennent dans ces instruments-là. Saint-Chartier, en fait, ouais, c'est une priorité à la vielle et à la cornemuse à cause de l'histoire de la région. Parce qu'en fait, Saint-Chartier, c'est à côté de Nohant. Et Nohant, c'est là où a vécu Georges Sand. Et Georges Sand, c'est Les maîtres sonneurs. les maîtres sonneurs. Et les maîtres sonneurs racontent les histoires des musiciens qui avaient dans ces siècles-là. Donc c'était cornemuse et vielle. Donc le festival, il s'est monté autour de ce thème-là. Ça va être sympa, ça va voir, je pense. Et là, ouais, tu vois énormément de monde. Donc là, c'est un très bon endroit pour se faire voir, quoi, se faire connaître. Et puis après, il y a des petits festivals. Là, bientôt, je vais aller à Saint-Jean-du-Gard, le 22 au 24 avril, je ne me trompe pas. Et là, on est un peu moins nombreux en exposant, on doit être une cinquantaine. Et après, bon, j'en fais plusieurs dans l'année comme ça. Il y en a une autre aussi qui est dans le Morvan, c'est Anneau. Anneau. Là, il y a beaucoup de monde aussi. Là, Ouais, ouais. alors c'est une fête de la vielle carrément, Vraiment. donc c'est autour de Lébarou uniquement. Donc on a combien? Une petite vingtaine d'exposants. Et par contre il y a beaucoup de joueurs de vielle. Et oui, il va y avoir un paquet de musique gosse par contre. À cet endroit-là c'est marrant parce que chaque année donc, ils organisent un défilé avec tous les vielleux qu'ils peuvent trouver, qui peuvent convoquer, faire venir à la fête. Comme des Et l'an Doritos. passé, donc, ils ont défilé en jouant donc, à plus de 200 vielles. Les fait bœuf. Ça va être énorme. Plus de 200 vielles qui jouent en même temps. Pas le même morceau. Si, quand même, Si. ça va se mettre Après, d'accord. quoi. Hein. Merde, c'est quoi sur les partitions, c'est le bordel là. Non, ils doivent arriver à s'accorder, je pense. Oui. Ils descendent. Ouais, quelque chose près. Ça le fait. C'est trop. C'est la trace des cantons, c'est sûr. Faut trouver une chanson que les 200 gars connaissent. Ouais, mais ça, il n'y a pas de souci. Alors. C'est le Il y a jardin des éclatante. Il y a des morceaux que tout le monde connaît, quoi. Ouais, c'est, ouais. Tu fais quand même vite. Ouais, et puis du nord de la France au sud, Oui. tout le monde les connaît. Ouais, exactement. Il y a des standards quand même. Il y a des grands standards. Vielle, non, c'est pas trop Non, pas celtique du en tout, fait. ouais. C'est pas du tout celtique. Non. En Bretagne, il y avait des joueurs de vielle avant, traditionnellement, il y en avait. Mais il y en a Mais- plus, hein. Ça s'est Très peu. oublié Voilà, vraiment, pendant, t'as la cornemuse. pendant longtemps, et maintenant il y en a Ça, à nouveau. Ouais. Ouais. Mais moins quand même Peut-être Binou, que par ici ou, Oui, ouais. ou dans le Berry. Il y en a beaucoup moins qu'en Auvergne, Berry, Bourbonnais, Voilà, ouais. Limousin et tout ça. Et dans le Berry, Bon, ouais, ouais. il y en a- ouais. Bah, Ouais, c'est ouais. la région. un peu. C'est les régions de la ville en fait. Ouais. Berry-Bourbonnais. D'accord. Ouais, ouais. Parce que par exemple dans l'Allier, à Ginza, il y avait un village où ils fabriquaient des vielles. Il y avait plusieurs luthiers qui fabriquaient des vielles. C'est un peu le pendant de Mirecourt,